Merci de nous suivre chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue sur la panafricaine de l'économie. L'émission, c'est Focus sur le Mali, un numéro spécial qui s'enregistre dans le cadre de la 8e session de formation en droit international pénal, droit international des droits de l'homme et des droits des réfugiés, organisée par la Fondation Friedrich Naumann, Fondation René Cassin et la MINUSMA. Le Mali face à la justice internationale, c'est le sujet de ce débat. Pour en parler, mesdames et messieurs, mes invités sont M. Mohamedou Lamine, il est coordinateur de la Fondation Friedrich Naumann Mali. Monsieur Sissi, bonjour. Bonjour, M. Diakité. Merci d'être venu. Merci de l'invitation. Nous avons M. Djakari Poudjougou, il est docteur en sciences juridiques et politiques. Monsieur Poudjougou, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Et notre troisième invité est M. Xavier Philippe, professeur à l'Université Paris 1 Sorbonne. Monsieur Xavier, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être venu. Je vous en prie, c'est un plaisir. La toute première question va s'adresser à vous, M. Cissé, vous qui êtes le coordinateur de la Fondation Friedrich Naumann qui organise en collaboration avec deux autres partenaires. D'abord, parlez-nous un peu de votre fondation, ses activités, ses objectifs et les perspectives. Merci beaucoup, M. Diakité. Je pense que nous sommes là aussi pour parler de la session. Et la Fondation Friedrich Naumann, en partenariat avec la MINUSMA et la Fondation René Cassin, c'est les trois qui organisent la session de formation sur le droit international pénal et le droit international des droits de l'homme et le droit des réfugiés depuis quelques années. Nous l'avons commencé en 2014 avec ces partenaires-là. Et ceci, c'est après avoir remarqué qu'il y a beaucoup de violations en termes de droits de l'homme, en termes de droit international, droit pénal au Mali. Ces partenaires se sont concertés et ont senti la nécessité de faire quelque chose pour renforcer les capacités des praticiens dans ce domaine, mais aussi renforcer les capacités des acteurs, de promoteurs des droits de l'homme. Ça veut dire que les organisations défenseurs des droits de l'homme. Et ceci, c'est depuis 2014. Et je pense que la session de Bamako fait partie des sessions qui sont les plus prisées en Afrique francophone en termes de droit international pénal et droit international des droits de l'homme et le droit des réfugiés. D'accord. Vous parlez de la session, cette fois-ci, mais qui est quand même organisée par votre fondation. Aujourd'hui, la fondation et ses activités sont à quel niveau? La fondation est une organisation allemande qui est au Mali depuis 2012. Mais avant 2012, nous avons mené des actions au Mali. Je pense qu'après la crise malienne qui est survenue en 2012, des fonds spéciaux ont été alloués à travers la Fondation Friedrich Naumann pour un peu aider et accompagner le Mali pour sa stabilisation. Et ces fonds sont gérés par des opérateurs allemands, beaucoup d'autres fondations, mais particulièrement la Fondation Friedrich Naumann. Et nous intervenons dans beaucoup de secteurs, mais spécialement aussi prioritairement les droits de l'homme, d'où notre partenariat avec les deux autres organisations pour essayer un peu d'aider le Mali à la stabilisation. Nous ne pouvons pas parler de stabilisation sans parler de l'état des droits, parce que on ne peut pas stabiliser un pays sans loi ni foi. Donc, la Fondation Friedrich Naumann a vu juste et a vu que pour aider ce pays frère du Mali, comme vous le savez, l'Allemagne est le premier pays à reconnaître aussi l'indépendance du Mali. Donc, dans l'histoire même, l'Allemagne et le Mali sont liés depuis très longtemps. Et ceci, une belle coopération. Et ceci aussi est quelque chose qu'on démontre dans les actions posées par les organisations allemandes au Mali. Une formation qui regroupe quand même de diverses nationalités, hein? Ce n'est pas que les Maliens. Oui, oui. La formation alors s'adresse aux praticiens, aux défenseurs des droits de l'homme, aux hauts cadres de la justice, aux hauts cadres de la sécurité aussi des pays francophones. Des pays francophones, et nous avons
Au début, on a eu, je pense, une vingtaine de pays qui participent annuellement à la formation. Et la formation, l'importance de la formation aussi, c'est que c'est adressé aux professionnels. Aux professionnels, ce n'est pas pour les étudiants, mais c'est aux professionnels. Des gens qui pratiquent déjà le droit et qui maîtrisent le droit et qui ont certaines connaissances poussées dans, comment dirais-je, le travail quotidien par rapport au droit. Donc, la session est quelque chose de très utile pour eux. Et non seulement nous avons des pays qui participent, mais aussi le gouvernement du Mali y participe en envoyant des fonctionnaires du ministère de la Défense, du ministère de la Justice, les ministères impliqués dans la mise en œuvre des droits de l'homme. Et ceci est excessivement important, il faut le signaler. Nous avons toujours l'accompagnement du gouvernement du Mali et par leur présence, mais aussi parce qu'il y a d'autres side events aussi qu'on organise à part la session. Durant la session, c'est une semaine. Il se passe, c'est une semaine des droits de l'homme. Nous organisons des side events avec la Cour suprême, nous organisons des side events aussi avec le barreau malien, nous organisons des side events avec la Cour constitutionnelle. Donc c'est excessivement important, vu l'engagement de toutes ces institutions, par l'importance, liée à l'importance aussi de ce que nous faisons dans ce domaine. D'accord. Monsieur Cissé, nous allons revenir tout à l'heure sur cette 8e session. D'ailleurs, je rappelle que vous avez fait une conférence juste hier qui quand même était très très satisfaisante. Nous allons en parler au cours de ce débat. Monsieur Xavier Philippe, je m'adresse à vous avec cette question. Quelles sont les contraintes actuelles à l'application des conventions internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles le Mali est partie? Si M. Poudjougou veut intervenir, on verra aussi, mais la question s'adresse à vous. Alors, moi, je vais faire une réponse générale concernant la ratification des traités relatifs aux droits de l'homme. Ce que je voudrais ici souligner, c'est qu'il y a deux aspects dans les instruments internationaux qui servent à protéger les droits de l'homme. La première, c'est la nécessité pour les États de non seulement signer, mais ratifier et de s'engager à les mettre en œuvre. La deuxième concerne la mise en application de ces traités et le fait que les États collent à leurs obligations, c'est-à-dire fassent respecter leurs obligations. La grande difficulté, elle est non pas dans la signature et la ratification, mais dans la mise en œuvre. Et souvent, on doit déplorer que les États se montrent pleins de bonne volonté lorsqu'il s'agit de signer et de s'engager dans un nouveau traité, mais dès qu'il s'agit de mettre en œuvre ce traité, les moyens manquent et la volonté politique manque également. Donc c'est là que réside l'un des défis des traités relatifs aux droits de l'homme. C'est vaste, les droits de l'homme. Hein. Ça concerne non seulement les grandes conventions internationales, qui dérivent d'ailleurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je pense ici au pacte onusien de 1966 sur les droits civils, économiques et politiques. Je pense également à des conventions plus spécifiques qui ont été signées dans le cadre des Nations Unies, comme la Convention pour la protection des droits de l'enfant, par exemple. Donc tout cela nous amène, je dirais, à une situation qui est un peu curieuse, où d'un côté, on a un nombre d'instruments internationaux qui ne posent pas de problème, qui sont même assez bien faits, il faut bien le dire, mais qui posent de nombreuses difficultés dans les mécanismes de mise en œuvre. Alors il appartient à l'État, il appartient aux organisations régionales et internationales d'aider les États à réaliser cette mise en œuvre, mais c'est là que se situe l'un des défis. D'accord. Monsieur Poudjougou, souhaiterez-vous ajouter quelque chose? Le professeur Javier a parlé d'une situation assez curieuse et moi je dirais même assez fâcheuse parce que, comme vous le savez, le Mali a été condamné par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour ne pas avoir respecté effectivement les conventions qu'il a signées et ratifiées, notamment la Convention sur les droits de l'enfant, mais aussi sur les droits de la femme. Donc je trouve que c'est une situation, en plus d'être curieuse, qui est quand même fâcheuse. Et c'est bien de constater le non-respect, mais il est aussi mieux de se questionner sur le pourquoi. Pourquoi le Mali ne respecte pas les engagements qu'il a pris? Ça, je crois que c'est une question
qui est intéressante et que nous devrions répondre. Est-ce que le Mali a-t-il la capacité de poursuivre et juger les présumés auteurs des crimes commis sur son territoire en ce moment? Alors, en ce moment, il faut être réaliste. Comme vous le savez, en 2012 déjà, c'était le début de la crise et le Mali a eu la sagesse, c'est une diplomatie pénale qu'il faut féliciter. Le Mali a eu donc la sagesse de saisir la Cour pénale internationale donc, de sa propre initiative, c'est-à-dire le Mali a pris l'initiative d'écrire à la CPI pour l'inviter à venir enquêter sur son territoire pour l'aider à poursuivre et à réprimer, n'est-ce pas, les auteurs des 10 crimes. Et donc, si le Mali l'a fait, c'est parce qu'il était conscient qu'il n'avait pas la capacité matérielle de le faire. Et la Cour pénale internationale, comme vous le savez, fonctionne selon le principe de complémentarité. Ça veut dire que c'est seulement dans les cas où l'État n'a pas la volonté ou la capacité de poursuivre ou de juger qu'elle intervient. Et dans le cas du Mali, il ne se trouve aucun doute qu'en 2012, avec l'insécurité, avec la situation sécuritaire, n'est-ce pas, le Mali n'était pas en capacité, même s'il avait bien la volonté, de poursuivre et juger les présumés auteurs des crimes internationaux, notamment dans les régions nord du pays. Et actuellement, donc à l'heure actuelle, la situation n'a pas beaucoup changé, parce qu'il y a encore une grande partie de notre territoire que nous n'arrivons pas à contrôler. Et les groupes armés, les groupes terroristes sont aussi bien au nord que dans la région de Mopti. Et donc jusqu'à présent, nous n'avons pas encore une situation politique stable, une armée et une justice forte pour pouvoir poursuivre et juger ces présumés responsables ou auteurs des crimes internationaux. D'accord. Monsieur Xavier, est-ce que c'est pourquoi les enquêtes de la CPI n'aboutissent pas, particulièrement dans les régions nord du Mali, comme il a dit tout à l'heure? Est-ce que c'est dû à ces problèmes-là? Alors, je reviens un peu sur ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut faire une différence entre ce qui est prévu dans les textes et qui, normalement, oblige les États à agir en priorité. On considère d'ailleurs qu'il existe un principe de souveraineté pénale qui veut que les États jugent d'abord chez eux les crimes qui sont commis sur leur territoire, et d'autre part que l'on saisisse la Cour pénale internationale si l'État ne peut ou ne veut, ce sont les termes de l'article 17 du statut de la Cour pénale internationale, juger ces personnes. Dans le cas du Mali, comme mon collègue vient justement de le faire remarquer, ce sont les manques de moyens et l'incapacité du système judiciaire malien à pouvoir juger lui-même ces personnes qui ont commis des crimes internationaux sur son territoire, qui l'ont amené à saisir la Cour pénale internationale. Il est évident que pour pouvoir juger des faits qui sont reprochés aux auteurs, il faut pouvoir enquêter. Les enquêtes sur place sont prévues par les textes, c'est-à-dire que la Cour pénale internationale a le pouvoir, en coopération d'ailleurs avec les États qui l'ont saisi, de pouvoir venir sur place, mener des enquêtes et trouver éventuellement des preuves. Simplement, la réalisation de ces enquêtes ne peut se faire que dans des conditions minimales de sécurité. Vous conviendrez que la Cour pénale internationale, pas plus d'ailleurs que le Mali, n'envoie ces enquêteurs se faire massacrer s'il y a un risque pour leur propre sécurité. Et donc on se trouve ici devant un imbroglio. Exactement, on est dans un système bloqué, beaucoup plus, là encore, par la situation factuelle que par les textes eux-mêmes. Quelle est la place des droits de l'homme, de la justice et de l'état de droit dans l'agenda des autorités de la transition? Bon, comme vous le savez, je pense que les autorités de la transition, le Mali a connu depuis quelques années quelques mouvements. Et on vient juste de nommer un nouveau Premier ministre qui n'a pas encore présenté, qui n'est pas parti devant le CNT pour présenter sa politique gouvernementale. Donc, sa politique ne peut pas être dévoilée tout de suite. Maintenant, je reviens à votre question parce que nous avons pensé même, je pense que c'est dans nos projets, de renforcer les capacités des juges maliens, des magistrats maliens, sur comment traiter les dossiers, les cas, les dossiers internationaux par les juridictions nationales. Comment les juridictions nationales peuvent traiter des cas qui relèvent de la justice internationale.
Et ceci, nous en travaillons encore avec le ministère de la Justice. Ça aurait été quelques mouvements, l'atelier s'est tenu, devait se tenir, mais j'ai bon espoir que le nouveau ministre, qui est un vrai défenseur des droits de l'homme et aussi un magistrat chevronné, va réveiller ce dossier pour qu'on puisse le faire. Mais nous avons espoir parce que nous ne pouvons pas d'abord juger ces autorités. Parce que comme vous le savez, les autorités ont changé. Et vu la personnalité que dégage le Premier ministre, chef du gouvernement, je pense aussi que c'est un homme de poing, c'est un homme de qualité, mais aussi d'expérience. Et nous osons espérer que dans quelques mois, nous allons voir des actions, des actes concrets dans ce domaine, dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Et la Fondation Friedrich Naumann et ses partenaires sont toujours prêts à accompagner le gouvernement malien vers sa stabilisation. Et la stabilisation, comme je l'ai dit tout de suite, ne peut pas aller sans état de droit. D'accord. Monsieur Poudjougou, l'accès à la justice au Mali est une réalité à bâtir? Si vous me permettez, je voudrais rebondir très rapidement sur l'introduction de monsieur le coordinateur par rapport au Mali, à la sécurisation du Mali, à l'instauration de l'état de droit. C'est juste une précision terminologique. Vous avez parlé d'un état sans loi, sans foi ou ni foi. Donc c'est juste pour te préciser. En fait, il y a des lois. Donc, je reviens sur l'accès, la question de l'accès à la justice. Et l'accès à la justice dépend surtout de la situation sécuritaire. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les magistrats même sont inquiétés. On ne peut pas parler d'accès à la justice lorsque le magistrat qui est censé rendre justice est lui-même pris en otage ou même assassiné. Et malheureusement, il y a ces cas de figure. Prise en otage, assassinée comment? Je ne vais pas entrer dans tous ces détails parce que on le sait, chacun le sait, on le sait très bien. Il y a eu des cas de magistrats qui ont été pris en otage dans notre pays. Donc, enlever, effectivement, il faut qu'il y ait d'abord la sécurité pour qu'on puisse parler d'accès à la justice. Ça c'est la première condition. Bien sûr, il y a d'autres éléments, n'est-ce pas? La corruption ne permet pas aussi aux justiciables d'accéder à la justice. Il y a beaucoup d'autres paramètres, donc il y a l'aspect sécuritaire, mais il y a aussi l'aspect bonne gouvernance. Il faut le dire, le Mali n'est pas encore sorti de la corruption. C'est aussi un obstacle à l'accès à la justice. Vous savez, M. Diakité, la corruption, je pense que c'est plusieurs facteurs. Nous avons, comme vous l'avez suivi hier, on veut utiliser le numérique comme outil participatif de gouvernance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à nos jours, je pense qu'on peut digitaliser beaucoup les systèmes de paiement, de recouvrement et beaucoup de choses. Et cela peut diminuer un peu l'aspect de la corruption. Mais la corruption aussi, c'est une maladie qu'il faut guérir, qu'il faut soigner. Et ça prend du temps. Ce n'est pas du tic au tac. Tu as beau même inventer des systèmes ou bien des outils, des plateformes de lutte contre la corruption, si la volonté n'y suit pas, c'est très difficile d'indiquer la corruption. Donc je pense qu'il y a un premier facteur qui... Quand vous parlez, excusez-moi, quand vous parlez de la volonté, c'est la volonté politique. La volonté politique fait partie, mais aussi aujourd'hui, il faut la citoyenneté du peuple même, des personnes. Voilà, c'est des deux côtés, parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas de corrupteur sans corrompu, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Il y a voilà, vous avez suivi hier beaucoup de témoignages. Nous avons eu la chance d'avoir des éminentes professeurs hier qui ont animé des thématiques intéressantes. De la population face aux policiers, face aux douaniers, voilà, voilà. Nous avons eu même la chance d'avoir tout le système informatique des finances du gouvernement, du ministère des Finances qui étaient là, qui ont parlé. Voilà. Sécurisé. Très bien. On a eu la chance de le clé. Tout est traçable. Je pense aussi que, comme l'a dit mon frère Poudjougou, aujourd'hui, il faut sécuriser le pays. C'est le premier point
où nous devons mettre l'accent. Sans sécurisation, rien n'est possible. On parle aujourd'hui des enquêtes Cour pénale internationale. Ça ne peut pas aboutir si les gens qui le mènent ne sont pas sécurisés. On ne peut pas partir dans des villes ou bien des villages et se faire enlever. On sait. Déjà, si vous voulez partir quelque part au Mali aujourd'hui, les 2/3, je ne sais pas, sont occupés. Si vous voulez partir, il faut demander des clairances. Ces clairances que vous dites, non, ne faites pas telle zone, ne partez pas dans telle zone, attention à telle zone. On ne peut pas accepter ça dans un pays. On ne peut pas parler de gouvernance même si une partie du pays est sous emprise. Je pense que ça, les nouvelles autorités de ce pays-là doivent mettre l'accent sur cela. Ils doivent sécuriser le pays pour qu'on puisse quand même parler de gouvernance ou bien de droit de corruption et autres. Il reste un peu de temps, hein, juste 8 mois. Oui, juste au moins 8 mois. On sait que tout ne peut pas être fait sur 8 mois, mais on peut quand même jeter les bases d'un État. On peut commencer à sécuriser d'abord. Les gens qui rendent la justice, s'ils sont menacés, ils ne peuvent pas rendre équitablement la justice parce qu'ils savent qu'ils sont sous peine de menace. S'ils savent que moi, quand je rends telle justice aujourd'hui, et attention, ce qui est en train de se passer au Mali est très très dangereux parce que, vous savez, dans les parties occupées, la justice est rendue et la population est satisfaite de la justice rendue. Et ça, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Aujourd'hui, ils sont très rapides. Quelque chose se passe. On nous donnait l'exemple. On vient, on appelle tel. Vous avez fait ça? Oui. C'est où? Vous payez ou bien, voilà, les sanctions tombent. Donc, on donne l'occasion même à ces gens, aux populations, de faire confiance à d'autres systèmes extrajudiciaires. Vous voyez, au moment où notre justice est présente. Je pense qu'il faut faire beaucoup d'efforts dans ce domaine. Monsieur Xavier, quelle est la volonté politique du Mali en termes de coopération judiciaire à l'international, par exemple? Alors, je ne pourrais pas vous répondre très précisément sur la situation du Mali. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que dès lors que des crimes internationaux ont été commis, que ce soit des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, si ces crimes internationaux ont été commis, il existe une obligation pour les États de poursuivre ou d'extrader. C'est-à-dire que soit ils le font eux-mêmes, et ils peuvent poursuivre des personnes qui ont commis tel crime, sur leur territoire bien évidemment, soit ils peuvent autoriser l'extradition si un État tiers demande cette extradition. Donc la coopération judiciaire, elle ne peut fonctionner que si tous les États acceptent de jouer le jeu. La grande difficulté que l'on trouve aujourd'hui, c'est lorsque certains États acceptent de devenir en quelque sorte des refuges pour des personnes qui ont commis tel crime. Et là est le véritable problème. Alors je pense que le Mali a déjà démontré dans le passé qu'il souhaitait une coopération judiciaire, qu'il a lui-même saisi la Cour pénale internationale pour que celle-ci puisse éventuellement enquêter et juger des crimes commis sur son territoire. Donc la logique de la coopération judiciaire me semble là. Simplement, on revient à la question qu'on évoquait au départ, à savoir, il y a la volonté et la capacité à le faire. Et dans les différentes discussions et questions et réponses qui viennent d'être faites, on voit très bien que l'un des points centraux qui demeure, c'est celui de l'autorité de l'État, de la capacité de l'État à restaurer ses fonctions régaliennes, que ce soit à l'égard des trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir juridictionnel, que ce soit également à l'égard des services publics essentiels que sont la justice, la monnaie, l'éducation, et j'en passe. Voilà en gros ce que m'inspire votre question sur... D'accord. Monsieur Poudjougou, monsieur Xavier dit qu'il ne peut pas répondre exactement à cette question. Et vous, pouvez-vous? J'abonde dans le même sens, pas pour dire que je ne peux pas répondre à cette question, je vais répondre bien sûr à cette question, mais en disant que le Mali est un modèle, pas seulement en Afrique, mais dans le monde, en matière de coopération judiciaire, en matière de justice pénale internationale, dans la coopération. Et ça, c'est depuis
la création du tribunal pénal international pour le Rwanda. Vous verrez, le Mali a été le premier pays du monde à signer un accord relatif à l'exécution des peines prononcées par ce tribunal. Nous n'étions pas encore en crise. Et nous l'avons signé, cet accord, et nous l'avons respecté aussi. Nous l'avons appliqué. Et en plus de ça, le Mali est aussi le tout premier État africain à signer un accord d'exécution des peines prononcées par la Cour pénale internationale. Là aussi, vous voyez, c'est quand même une diplomatie pénale internationale qu'il faut quand même féliciter. Et donc, malheureusement, la volonté est là. Il y a des actions très concrètes. Et d'ailleurs, bien avant ces tribunaux, lorsqu'il était question de négocier le statut de la Cour pénale internationale devant la Commission de droit international, la délégation malienne a souhaité qu'on incrimine aussi les crimes environnementaux. Ça, c'est une vision lointaine. Donc, le Mali est très avancé dans sa politique pénale internationale. Malheureusement, les crises que nous traversons ont fait que nous n'avons pas pu traduire, n'est-ce pas, cette volonté politique en action concrète. Et mon frère Cissé a fait remarquer cela. Le problème de la justice rendue par les groupes armés, tout cela, ça montre que l'État a perdu contrôle. Et qu'est-ce qui a amené tout cela? La malgouvernance, la corruption. Et sans cette sécurisation, on ne peut rien faire. Je prends juste l'exemple, juste à côté de chez nous, chez nos cousins sénégalais. Au Sénégal, par exemple, l'appareil judiciaire peut juger, n'est-ce pas, des suspects pour apologie du terrorisme. Mais vous ne pouvez pas le faire au Mali. Pourquoi? Ce n'est pas parce que nous n'avons pas des magistrats courageux. Il y en a qui ont essayé, qui ont parlé d'apologie du terrorisme, mais on a vu comment ils ont été accueillis. Et donc, lorsque le droit n'a plus de place, lorsque la religion remplace le droit, il y a un problème. Vous avez parlé d'état de droit. Et la base de la justice, de la sécurité, c'est le droit. Sans droit, on ne peut rien. Même la sécurité repose sur le respect du droit. Je crois que ce qu'il faut d'abord au Mali, c'est l'autorité du droit, l'état de droit. Parce que quand on respecte l'état de droit, alors on a aussi la bonne gouvernance, la corruption n'a plus de place. Voilà le plus grand problème. Donc il faut que le droit s'applique. Mais c'est un sujet un peu tabou. Nous voulons combattre le terrorisme, certaines formes de violence idéologique, mais nous n'avons pas le courage de dénoncer le mal lorsqu'il se trouve au milieu de nous-mêmes. Je crois que ça, c'est assez important. Nous devons regarder les choses en face. Lorsque le magistrat ne peut même pas dire le droit, il y a un problème. D'accord. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État commence d'abord par le respect du droit. On crie souvent en disant qu'il faut réformer telle loi, il faut réviser la Constitution, ceci, cela. Nous n'avons pas beaucoup de problèmes avec les lois. Mais les lois que nous avons, nous n'arrivons même pas à les respecter. La corruption, par exemple, tout le monde sait que ce n'est pas conforme à la loi. Mais il faut qu'on respecte la loi. Que pensez-vous exactement de cette cour de l'Union africaine et du peuple? Est-ce que cette cour-là a son rôle à jouer? Ou quel lien aujourd'hui le Mali peut-il avoir avec cette cour qui n'est quand même pas une juridiction aussi bien appréciée au regard des Africains? Alors, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est certainement d'abord la plus jeune des trois cours régionales. Elle a son pendant dans l'Union européenne, dans le Conseil de l'Europe plus exactement, qui est la Cour de justice, non pas des communautés européennes ou de l'Union européenne, mais la Cour de Strasbourg, j'en oublie le nom, et la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, ça me revient. Et sa contrepartie en Amérique avec la Cour interaméricaine des droits de l'homme. C'est la Cour la plus jeune, c'est une Cour naissante. Je dirais qu'il faut quand même lui laisser un peu de temps pour qu'elle puisse prendre ses marques et s'imposer. Je fais partie de ceux, peut-être je me trompe, mais je fais partie de ceux qui pensent que dans l'avenir, cette Cour pourrait apporter énormément au continent africain et peut-être faire naître un fonds commun de droits fondamentaux de la personne, des peuples, qui pourraient progressivement s'imposer.
elle commence à rendre des décisions qui sont très intéressantes du point de vue juridique. Alors se pose évidemment la question des moyens, la question de l'adhésion des États à cette Cour. Elle n'a pas nécessairement bonne presse parce qu'elle est aussi assez mal connue. Donc il y a certainement des efforts à fournir concernant l'implantation, l'ancrage de cette Cour sur le continent africain. Mais je pense que si ce continent veut en quelque sorte faire émerger un fonds commun de droits fondamentaux, qui sont les droits fondamentaux de toutes les personnes qui se trouvent sur ce continent, eh bien, je crois qu'il faut investir dans cette Cour. Il ne faut pas l'empêcher de fonctionner, mais au contraire, l'inciter, la faire décoller pour qu'elle puisse véritablement rendre assumer sa fonction, réaliser sa fonction et devenir une Cour qui soit comparable à celle que l'on connaît en Europe ou en Amérique. Donc je pense que c'est un point positif. Est-ce que l'on peut donner encore ce temps? Est-ce que les dirigeants africains peuvent encore travailler pour que cette Cour-là soit une Cour représentative, pour ne pas que les Africains soient jugés encore à la CPI ou autre chose? Oui, merci beaucoup, M. Diaby. Je pense que ce que le professeur vient de dire est exact. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Commission aussi, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est deux structures qui sont excessivement importantes, mais mal connues. Mais ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Mal connus, peut-être qu'ils ne communiquent pas bien, ils ne communiquent pas beaucoup, les gens ne le connaissent pas bien, ils ne font pas beaucoup de publicité, parce que quand on parle toujours de la Cour pénale internationale, tout le monde écoute, mais quand on parle de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est mal connu. Mais ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Moi, j'ai travaillé avec eux, je pense que j'ai mené avec d'autres amis des études par rapport à la Cour, à Arusha. Et je félicite aussi M. Sako, qui est venu, un Malien qui est nommé, qui est élu juge récemment, il y a 2 mois. Et je faisais partie de l'élection parce que je représentais les organisations défenseurs des droits de l'homme auprès de l'Union africaine. Et je pense que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est en train de faire un travail remarquable, mais mal connu. Et dans les années à venir, je pense qu'il faut le renforcer, comme il a dit. Il faut renforcer la Cour. Il faut aussi, comment dirais-je, disséminer un peu les décisions de la Cour pour que les gens sachent ce que la Cour est en train de faire. Parce que les jugements sont faits à la fois par la Commission africaine des droits de l'homme, ce que les gens ne savent pas, et la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Quels sont les défis auxquels la justice pénale internationale est confrontée aujourd'hui au Mali, M. Poudjougou? C'est toujours le problème sécuritaire qui est là. Il y a aussi une dimension psychologique, parce qu'il faut le dire, la Cour pénale internationale a été décriée à un moment en Afrique, et c'est encore le cas. Je pense qu'elle doit changer la donne en rassurant davantage. Parce que dans certaines situations, notamment en Côte d'Ivoire, c'est d'actualité aujourd'hui avec le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo, on voit par exemple la Cour n'a pas poursuivi une seule personne de l'autre camp. Donc il faut que la Cour fasse l'effort d'être plus juste, équitable. Je pense que le nouveau procureur, Karim Khan, aura la sagesse de corriger, n'est-ce pas, cette situation en rassurant davantage les États africains et les populations africaines. Voilà. Messieurs, souhaitez-vous ajouter quelque chose? J'abonde dans le sens que mon collègue vient de signaler. Tout au moins ceux qui ont ratifié de la Cour pénale. Pourquoi ne pas imaginer, par exemple, un peu sur le modèle de ce qui se passe pour les cours relatives à la protection régionale des droits de l'homme, des cours régionales pénales qui jugeraient des crimes internationaux, en tout cas sur le continent où ces crimes se sont déroulés, et non pas de façon déterritorialisée, donc très loin. Pourquoi la Cour pénale internationale ne tiendrait pas tout simplement des procès dans les lieux où les crimes
sont commis lorsque c'est possible, on voit très bien que les idées ne manquent pas. Je crois qu'il faut quand même faire crédit à la Cour pénale internationale d'avoir réussi à mettre en fonction un système de poursuite pénale internationale. Si l'on veut véritablement renforcer l'état de droit, on peut le faire. Il faut simplement être créatif et imaginer de nouvelles solutions qui soient des solutions simples, praticables, et avec des juges qui soient, je dirais, locaux, ou en tout cas régionaux, qui permettent et qui comprennent un petit peu la situation dans laquelle on se trouve. Les solutions n'en manquent pas. C'est la volonté qui manque peut-être. Précisément, on va parler un peu des perspectives, hein, les visions de la Fondation, surtout à travers ces sessions de formation et conférences. Merci beaucoup, M. Diakité. Alors, les partenaires autour du projet de session se sont réunis aujourd'hui même, mais depuis un an, nous sommes en train de mûrir et réfléchir l'idée de pouvoir faire l'évaluation, de faire une étude et de voir l'impact que la session de Bamako a apporté pour les participants. Parce que, comme vous le savez, nous avons beaucoup de participants à partir de Bamako qui sont certifiés et qui travaillent aujourd'hui dans le système international. Parce que, comme vous le savez, c'est des professeurs d'émérite, comme le professeur Javier ici, qui vient donner des cours et des connaissances données à la session de Bamako a servi beaucoup de personnes, de participants. Nous nous sommes dit aujourd'hui, il est temps d'évaluer ce que nous avons fait durant 8 ans et de voir s'il y a des choses qu'il faut corriger, le corriger. Et s'il y a des choses à améliorer, nous les améliorerons. Et aussi, si ces études nous montrent qu'il faut aussi procéder autrement, nous le ferons. Donc, l'étude va nous démontrer tous les différences ou bien tous les acquis que nous avons durant et pour la session du droit international pénal et droit international des droits de l'homme et droits des réfugiés. Donc, je pense que cela peut être un document qui va nous servir à nous orienter et à faire plus et mieux aussi par rapport à la session de Bamako. Une 8e session, comment vous avez trouvé, Esther? Je l'ai trouvée très intéressante, très riche, même si je n'ai pas pu participer à tous les cours. Voilà, c'était une session vraiment très riche. Je formulerai exactement la même conclusion. J'ai trouvé que le public était tout à fait intéressé, posait énormément de questions et se composait de personnes venant de divers horizons, mais qui avaient tout à fait conscience du rôle que joue ce droit international pénal, ce droit international des droits de l'homme et le droit des réfugiés. Je souhaite que ces sessions se poursuivent et surtout qu'elles permettent de s'ouvrir à d'autres personnes et qui n'ont pas eu la chance de pouvoir assister à cette 8e session. Le Mali face à la justice internationale, c'était le thème de ce débat. Mesdames et messieurs, mes invités étaient M. Mohamedou Lamine Sissé, le coordinateur de la Fondation Friedrich Naumann Mali, et M. Xavier Philippe, professeur à l'Université Paris 1 Sorbonne, et enfin Jakari Boudjougou, docteur en sciences juridiques et politiques, à l'Université juridique et politique de Bamako. Merci, messieurs, d'avoir été l'un de nôtres. À vous, chers téléspectateurs de Business 24, je vous donne rendez-vous ailleurs, ici au Mali, dans un autre secteur. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. À très vite.